Des manuscrits anciens enfouis sous les cendres volcaniques lors de l'éruption du Vésuve sont aujourd'hui déchiffrés, 2 zéros ans plus tard, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Lorsque le Vésuve est entré en éruption en 79 après JJ-C, une bibliothèque entière a été recouverte de cendres bouillantes. Les populations, les cultures et les lieux ont disparu. Et pourtant, telle une capsule temporelle, subsiste cet objet qui raconte une histoire. Pendant des siècles, les rouleaux qu'il contenait ressemblaient à des morceaux de charbon trop fragiles pour être ouverts, trop précieux pour être détruits. Les érudits ont essayé des couteaux, des produits chimiques et des machines, mais toutes leurs tentatives ont échoué. Puis, après près de 2 zéros ans, l'intelligence artificielle a percé le silence. Elle a permis de lire l'intérieur d'un parchemin sans le dérouler. Et ce qui est apparu en premier a laissé même les experts sans voix. La bibliothèque perdue, ensevelie par le Vésuve. Herculanum se trouvait sur la baie de Naples, juste au pied du Vésuve. Le Vésuve n'est pas seulement une montagne, c'est un volcan, et en 79 après JC, il entra en éruption avec une force dévastatrice. L'explosion a projeté des nuages de cendres brûlantes et de gaz toxiques qui ont dévalé les pentes comme des avalanches de feu. Les scientifiques appellent cela des nuées ardentes. Mais, en termes simples, il s'agissait de tempêtes surchauffées. De la boue et des gaz connus sous le nom de coulées pyroclastiques ont foncé droit sur Herculanum. Des vagues rapides et suffocantes d'air bouillant et de cendres plus rapides qu'un cheval brûlaient tout sur leur passage. Pompéi, la ville la plus célèbre, fut ensevelie sous d'épaisses cendres tombées du ciel. L'histoire d'Herculanum fut différente. Ici, les vagues de chaleur ont frappé en premier, s'abattant sur les rues et les maisons, et les emprisonnant sous une épaisse couche de cendres qui s'est solidifiée en pierre. Des pièces entières sont restées figées telles qu'elles étaient le matin même, tables dressées, nourriture, dans les assiettes poutres et portes intactes. Même les rouleaux de papyrus et les meubles en bois ont résisté. Des coulées successives ont accumulé toujours plus de matériaux jusqu'à ce que la ville soit ensevelie sous près de 30 mètres de débris volcaniques solidifiés. Imaginez-vous sous une couche de cendres équivalente à la hauteur d'un immeuble de 10 étages si compacte qu'elle s'est transformée en pierre au fil des siècles. C'est ce qui a caché Herculanum au monde pendant plus de 1000 ans. Parmi les trésors enfouis à cet endroit figurait une demeure si imposante et extravagante que des éléments furent par la suite reconstitués en musée en Californie. La villa d'origine s'étendait le long de l'ancien rivage. À son apogée, sa façade sur mer s'étirait sur environ 250 mètres. Pour vous la représenter, imaginez une résidence romaine privée aux longues terrasses, descendant vers l'eau au sol de marbre étincelant, aux statues de bronze scintillant au soleil et aux interminables rangées de colonnes où les hôtes pouvaient flâner à l'ombre, les cheveux caressés par la brise marine. C'était la célèbre Villa des Papyrus qui abritait une bibliothèque. Dans des étagères et des coffres en bois reposaient des centaines de rouleaux de papyrus, les trésors écrits de la demeure. Lorsque les vagues de feu ont déferlé les rouleaux, ne se sont pas consumés en cendres comme des feuilles mortes. Au contraire, ils ont cuit dans une sorte de four pauvre en oxygène. La chaleur les a carbonisés, transformant les fibres végétales en cylindres noirs et cassants, semblables à des morceaux de charbon de bois. Le rouleau ressemble à un morceau de bois grillé si léger et brûlé. Mais l'encre et le papyrus sont presque faits de la même matière. Il faut donc une lumière vive. Pour un observateur non averti, il semblait sans valeur. Pourtant, à l'intérieur se trouvait l'écriture, les mots du monde antique emprisonnés dans la plus fragile capsule temporelle qui soit. Aujourd'hui, la majeure partie de la villa est enfouie sous la ville moderne. Mais les parties déjà explorées nous ont permis de faire cette découverte exceptionnelle.
à qui appartenait cet endroit. Cette villa n'était pas une maison ordinaire. De nombreux érudits évoquent Lucius Calpurnius Piso, Casoninus, le beau-père de Jules César. Cette théorie est plausible. Piso avait les moyens de s'offrir une telle demeure immense et située sur un terrain de choix en bord de mer, et les papyrus eux-mêmes apportent des éléments de réponse. La correspondance entre les textes et l'entourage connu de Piso est si forte que les historiens décrivent souvent la villa comme étant la sienne, bien qu'avec prudence, car aucun acte notarié à son nom n'a été retrouvé. L'accès à cette villa, enfouie à près de 30 mètres de profondeur, a nécessité d'importants moyens. Dans les années 1750, le roi Bourbon de Naples finança des fouilles approfondies. Les équipes creusaient des puits verticaux, puis des galeries horizontales à la manière des mineurs en taillant la roche volcanique durcie. Imaginez descendre à 27 mètres de profondeur dans l'obscurité la plus totale, puis ramper dans d'étroites galeries à peine assez larges pour des hommes et des chariots. L'ingénieur suisse, Karl Weber, qui supervisait les travaux, dessinait soigneusement les plans, consignait les découvertes et s'efforçait de maintenir l'ordre sur le chantier. Cette bibliothèque est unique en son genre. C'est la seule grande bibliothèque ancienne à avoir survécu sous sa forme originale, et non pas seulement des fragments ou des copies de seconde main transmises au fil des siècles. Le nombre impressionnant de documents qu'elle contient est tout simplement stupéfiant. Le recensement officiel fait état de 814 rouleaux et fragments. Un décompte ultérieur a ramené ce nombre à 826. Parmi ceux-ci, plus de 340 sont presque complets environ, 970 sont partiellement décomposés, mais partiellement lisibles, et plus de 500 ne sont guère plus que des fragments calcinés. Et ces chiffres ne révèlent même pas toute l'histoire. Au tout début, avant que l'on comprenne leur nature, certains rouleaux étaient jetés par les ouvriers. D'autres étaient même brûlés pour s'éclairer. Le tournant décisif survint par pur hasard. Un ouvrier laissa tomber l'un des fragiles cylindres, et lorsqu'il se brisa sur le sol, son bord irrégulier révéla des lettres grecques encore gravées à l'intérieur. Ce simple accident transforma ce qui ressemblait à des morceaux de charbon en livres inestimables. Le premier homme chargé d'ouvrir les rouleaux fut Camillo Paderni, un artiste devenu bibliothécaire. Ses ordres étaient simples, impressionner le roi. Mais la tâche était tout sauf simple. Paderni tenta la seule méthode qui lui vint à l'esprit, les couteaux. Il coupa les petits pains dans le sens de la longueur, gratta les couches extérieures, jusqu'à ce que des lignes de texte apparaissent, qu'il recopia avant de recommencer. Imaginez peler un croissant brûlé couche après couche, les mots apparaissant brièvement avant de disparaître. Sa méthode a certes produit quelques fragments que nous pouvons encore étudier aujourd'hui, mais elle a aussi détruit une quantité incalculable de textes. Un chercheur contemporain a affirmé que les parties qu'il avait grattées étaient en réalité les meilleures pour la lecture. Une fois disparus, ils l'étaient pour toujours. En 1753, un nouveau gardien prit la relève, l'abbé Antonio Piaggio, un homme issu de la Bibliothèque Vaticane. Au lieu de couteau, il apporta de la patience et un appareil artisanal. Son appareil ressemblait à un croisement entre une boîte à musique et une presse avec des cadres en bois, des plaques de verre de minuscules fils de soie et des poids soigneusement équilibrés. L'idée était d'accrocher un bord à peine visible de papyrus et de le tirer imperceptiblement jour après jour, laissant chaque feuille se soulever le plus lentement possible. La progression se mesurait non pas en pages, mais en centimètres par heure. Une bonne opération consistait à révéler moins d'1,5 centimètre de nouvelles surfaces par jour. Pourtant, cette machine délicate a permis de préserver bien plus de textes que les couteaux de Paderni. C'est grâce à l'appareil Piaggio
que tant de rouleaux lisibles nous sont parvenus. On peut encore voir à Naples l'une de ces machines témoins de la patience infinie qu'il a fallu pour extraire des paroles de ces vestiges fragiles. Mais la patience n'était pas une valeur partagée par tous. Au début du 19e siècle, le célèbre chimiste Humphrey Davy tenta une approche différente. Grâce à un financement royal, il se rendit à Naples pour tenter de détacher les rouleaux de papyrus à l'aide de produits chimiques. Il utilisa du chlore et d'autres réactifs pour détendre le papyrus. Parfois, il parvenait à libérer des feuilles. Il affirmait avoir ouvert au moins partiellement une vingtaine de manuscrits. Il s'agit des rouleaux de papyrus d'Herculanum, un 800 livres ancien écrit sur des feuilles de fibres végétales. Mais le coût était élevé. Une fois exposée à l'air après traitement chimique, l'encre au carbone disparaissait souvent complètement. On obtenait donc des pages, certes, mais parfois elles étaient rondes et étaient vierges le lendemain matin. Le voyage de ces rouleaux ne s'est pas arrêté à Naples. Au début du 19e siècle, les monarques les traitèrent comme des présents diplomatiques. 6 furent envoyés à Napoléon. D'autres parvinrent en Grande-Bretagne, offerts au futur roi George IV, et certains finirent par arriver à Oxford et à Londres. À Paris, une première tentative en 1816 pour dérouler l'un d'eux à l'aide d'une réplique de Piaggio se solda par un désastre, le rouleau étant entièrement détruit. Ces revers expliquent pourquoi même après des décennies d'efforts, des centaines de rouleaux restent scellés à ce jour. Les rouleaux avaient survécu, mais les ouvrir les détruisait souvent. La question était donc comment lire des mots gravés dans la pierre. Dévoiler les rouleaux scellés. Les tentatives pour dérouler ces rouleaux à l'aide de couteaux de produits chimiques ou de machines délicates se soldaient souvent par un désastre, laissant les pages fragiles déchirées ou décolorées. Tous aspiraient à entrer dans l'histoire en étant les premiers à révéler le contenu du rouleau. La solution à ce problème a vu le jour en Grande-Bretagne au sein de la source de lumière diamantée DLS, un synchrotron géant produisant certains des rayons X les plus brillants au monde. Un synchrotron est une machine circulaire de la taille d'un stade de football où les électrons sont propulsés à une vitesse proche de celle de la lumière. En tournant à toute vitesse dans l'anneau, ils libèrent des faisceaux d'énergie si intenses que les scientifiques peuvent les utiliser comme des rayons X surpuissants pour observer l'intérieur des objets sans les ouvrir. En 2019, 2 rouleaux intacts de l'Institut de France y ont été numérisés, produisant d'immenses ensembles de données tomographiques qui allaient permettre des avancées majeures. L'intelligence artificielle est ensuite intervenue, entraînée à déceler des motifs subtils invisibles à l'œil nu. Dans ces données, elle a transformé les numérisations en la première véritable opportunité de déchiffrer leur contenu. Quand on vous dit « nous avons numérisé un rouleau », ne pensez pas à une simple photo. Imaginez des milliers de fines radiographies prises au fur et à mesure que le rouleau tourne lentement. Ces radiographies sont ensuite empilées par un ordinateur pour former un bloc tridimensionnel complet. Imaginez une miche de pain que vous pouvez trancher autant de fois que vous le souhaitez dans n'importe quelle direction sans jamais la couper complètement. Voilà ce que les scientifiques ont créé, une miche de papyrus numérique où chaque ride et chaque pli sont préservés. Chaque point à l'intérieur de ce bloc est comme un minuscule pixel tridimensionnel, si petit qu'on pourrait en aligner des centaines sur la largeur d'un cheveu. Ce niveau de détail permet de suivre du doigt les fines couches de papyrus enroulées à l'intérieur du rouleau, même si l'œil humain ne les verra jamais directement. Mais repérer ces couches n'est que la première étape. La véritable magie réside dans le déballage virtuel. Imaginez le rouleau comme un petit pain à la cannelle. La première étape consiste à cartographier chaque fine couche à l'intérieur de la spirale, ce que les scientifiques appellent la segmentation. Ensuite, ils aplatissent mathématiquement ces couches, un peu comme si l'on décollait une étiquette d'une bouteille et qu'on l'appliquait à plat sur une vitre.
Ce n'est qu'après cela qu'ils pourront tenter de déchiffrer les lettres eux-mêmes. L'idée paraît presque impossible, mais ce procédé a déjà fait ses preuves. Il y a des années, il a permis de lire les restes calcinés d'un rouleau découvert dans une synagogue d'Engedi, révélant ainsi les versets cachés du Lévitique, sans même avoir à ouvrir le document. Les rouleaux d'Herculanum sont plus complexes, mais le principe reste le même. Pendant des générations, un problème a bloqué tous les scribes. Ceux qui les ont écrits utilisaient une encre composée principalement de carbone, soit la même substance que le papyrus lui-même après l'éruption. L'Égypte a réalisé cette prouesse grâce à un programme d'intelligence artificielle capable de lire l'encre aussi bien en surface que dans les couches cachées. Au rayon X, l'encre et la page paraissaient presque identiques. Les scans révélaient magnifiquement les différentes couches du rouleau, mais les lettres restaient invisibles. C'est pourquoi même après l'arrivée des meilleurs scanners, personne ne parvenait à déchiffrer plus que des indices et des formes. Puis une découverte majeure est survenue en dehors du cercle habituel des papyrologues. Mi-2023, un chercheur nommé Casey Hanmer examinait attentivement les images aplaties lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Par endroits, la surface présentait une légère texture mouchetée. On aurait dit de petites craquelures ou des parasites, et il l'a surnommé « crépitement ». Au premier abord, cela aurait pu passer pour du bruit aléatoire, mais Hanmer s'est rendu compte que cela correspondait exactement à l'emplacement de l'encre. Nous nous retrouvons donc avec des fichiers de données de plusieurs téraoctets, un peu comme un scanner, une analyse médicale de ces rouleaux. Ce minuscule indice a tout changé. Une fois qu'on a su quoi chercher, on a entraîné les systèmes informatiques à reconnaître automatiquement le motif de craquelure. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Des millions d'exemples ont été utilisés pour alimenter les modèles d'apprentissage automatique jusqu'à ce qu'ils puissent distinguer le papyrus vierge du papyrus écrit. Ce qui apparaît à l'œil nu comme un amas indistinct se transforme soudain en un ensemble de lettres distinctes vues par l'IA. Mais la science ne progresse pas à partir d'une seule observation. Pour transformer une idée ingénieuse en une méthode de lecture fiable, l'effort devait dépasser le cadre d'un seul laboratoire. Début 2023, un projet baptisé Défi Vésuve a ouvert les données au monde entier. N'importe qui pouvait télécharger les fichiers et tenter de les déchiffrer. Et pour maintenir la motivation des participants, les organisateurs avaient mis en jeu une somme d'argent conséquente. Les règles étaient strictes. Trouver quelques gribouillis ressemblant à des lettres ne suffisait pas. Le défi était exigeant pour gagner. Il fallait produire plusieurs passages d'au moins 140 caractères, chacun soit des phrases complètes. Et au moins 85% de ces caractères devaient être jugés corrects par des experts. Afin de garantir l'intégrité du processus, les soumissions étaient évaluées par des papyrologues spécialistes de l'écriture ancienne et le code devait être accessible à tous pour permettre à chacun de reproduire la même procédure. Le papyrologue et le physicien italien Mozilla devinrent alors de redoutables concurrents. En coulisses, des équipes d'informaticiens ont conçu des systèmes d'IA combinant différentes approches afin qu'aucun modèle ne puisse se tromper et percevoir des motifs inexistants. Certains ont utilisé des réseaux neuronaux avancés capables de traiter des images au fil du temps. D'autres ont segmenté les scans en petites zones pour empêcher l'IA d'interpréter des mots entiers. En combinant les résultats et en exigeant un consensus, les équipes ont mis en place un système de sécurité pour prévenir les erreurs. Le défi s'est rapidement propagé. Dès 2024, de nouvelles acquisitions étaient réalisées non seulement à Diamond, mais aussi à l'installation européenne de rayonnement synchrotron ESRF en France, qui dispose de ses propres lignes de faisceaux puissantes. Ces nouvelles machines pouvaient numériser un rouleau entier en quelques heures, produisant des images plus nettes et fournissant encore plus de données à la communauté mondiale de bénévoles. Plus de numérisation signifiait plus de matériel d'entraînement pour l'IA
et donc des progrès plus rapides. Et les résultats ont commencé à s'accumuler. Derrière le spectacle fascinant des lettres surgissant d'une bûche noircie se cachait un véritable tour de force d'ingénierie. Chaque numérisation produisait des fichiers gigantesques, parfois des centaines de gigaoctets, pour un seul rouleau. Le traitement de telles données exigeait des logiciels spécialisés et une puissance de calcul considérable. La communauté a comblé les lacunes en créant des bibliothèques et des tutoriels open source, permettant ainsi à toute personne disposant d'un espace de stockage suffisant et de patience de contribuer. Sans ces outils, les numérisations seraient restées de simples images impressionnantes au lieu de livres lisibles. Puis, à l'automne 2023, tout se travaille. Les numérisations. Diamond, la découverte de Crackle, les modèles d'IA et le défi Open Challenge a enfin porté ses fruits. Le défi du Vésuve invite désormais la communauté internationale à contribuer à l'interprétation du texte. Pour la première fois, de véritables lettres sont apparues à l'intérieur d'un rouleau scellé d'Herculanum. Puis, un seul mot est apparu. Simple, puissante, inoubliable. Cela prouvait que les rouleaux n'étaient plus silencieux. Le jour où le parchemin a enfin pris la parole. C'était à l'automne 2023, lorsqu'un étudiant en informatique de 21 ans nommé Luke Farreter s'est assis devant son ordinateur portable et est entré dans l'histoire. Il n'était pas en blouse blanche debout à côté d'une machine imposante. Il participait au défi du Vésuve et exécutait des modèles d'IA sur les données de numérisation publique. Ce qui apparut sur son écran fut le premier mot véritable jamais lu à l'intérieur d'un rouleau scellé d'Herculanum. Le texte apparaissait en grec, mais une fois traduit en anglais, il ne signifiait qu'une seule chose. Le logiciel de traitement d'images de Purple Farreter a révélé les faibles motifs d'encre, et là, dans les volutes du papyrus, se trouvait un mot unique et sans équivoque. Il a publié le code, montré les captures d'écran, et les juges l'ont confirmé. Les critères étaient remplis. Le prix de 40 $, réservé à la première lettre, lui revenait, mais l'argent n'était pas l'information principale. L'information principale était qu'un rouleau scellé d'Herculanum, noirci et verrouillé depuis l'éruption du Vésuve, avait prononcé son premier mot, puis vint la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de chance. Quelques semaines plus tard, un autre concurrent, Youssef Nader, doctorant à Berlin, appliqua ses propres modèles au même rouleau. Il obtint le même résultat, les mêmes lettres, la même position, mais avec une netteté encore plus grande. Il a remporté le deuxième prix de Dix-0 $, mais ce qui importait plus que la somme, c'était ce que sa reproduction prouvait. Il ne s'agissait pas d'un bug. Deux personnes différentes, utilisant des systèmes différents, avaient extrait le même mot du même parchemin scellé. C'est à ce moment précis que tout le monde a compris que c'était réel. Pendant des générations, les érudits ont affirmé que c'était impossible. Leur meilleur espoir résidait dans le déroulement physique des rouleaux et la récupération de quelques fragments avant que le papyrus fragile ne se brise. Mais à présent, il y avait un mot. Un seul mot qui se dressait là comme une preuve indéniable. Et ce mot ne pouvait être plus approprié. Dans le monde romain, la pourpre n'était pas qu'un simple choix de mode. C'était le symbole ultime du pouvoir. La teinture la plus précieuse, la pourpre de Tyr, était obtenue par ébullition de dizaines de milliers de minuscules escargots de mer, concentrés en quelques gouttes seulement. Les sénateurs en ornaient leurs toges. Les empereurs s'en enveloppaient. Le pourpre symbolisait la richesse, l'exclusivité et l'autorité. Que le premier mot sorti d'un rouleau scellé d'Herculanum soit violet avait quelque chose de poétique. Mais le défi du Vésuve ne consistait pas à s'arrêter à un seul mot. Dès le départ, le Grand Prix était le véritable objectif. Pour remporter le concours, une équipe devait fournir non pas des lettres, ni même une simple ligne, mais 4 passages distincts. Un tel niveau d'expertise exige une personne qui consacre sa vie à l'étude de l'écriture grecque antique. Aucune contrefaçon n'était tolérée, et pour plus de sûreté,
Le règlement exigeait que tous les textes proviennent d'un rouleau scellé et non d'un fragment ouvert depuis longtemps. La date limite était la fin de l'année. Le prix s'élevait à 700 $. Puis, le 5 février 2024, l'annonce est tombée. Les lauréats, Etienne Youssef Nader, Luc Ferritore et Julian Schilliger, étudiante en robotique à l'ETH Zurich. 3 étudiants ont remporté le prix entrant dans l'histoire en étant les premiers à extraire des mots d'un rouleau carbonisé. Ensemble, leur contribution a non seulement satisfait aux exigences, mais les a largement dépassées. Leur système a produit plus de 2 lettres grecques réparties sur plusieurs colonnes, formant des passages que les experts pouvaient lire et authentifier. Pour la première fois, un rouleau scellé d'Herculanum avait livré non pas un seul mot, mais de véritables passages de texte. Comment est-on passé d'un simple mot en octobre à des milliers de caractères en février? Non pas grâce à l'invention de nouveaux appareils. Les numérisations existaient déjà. Ce qui a changé, c'est la confiance et la précision. Une fois que la communauté a su que le signal de l'encre était présent dans les données, les équipes ont pu affiner leur modèle pour le détecter plus efficacement. La segmentation s'est améliorée, facilitant le suivi des couches enroulées. L'aplatissement a été optimisé, réduisant ainsi les distorsions. Les modèles ont été entraînés plus intensivement pour mieux distinguer l'encre du bruit. Progressivement, la zone lisible s'est agrandie. Un mot devint une ligne, une colonne, et bientôt le rouleau révéla des passages entiers. Ce qui nous amène à la question suivante, celle que vous vous posez déjà, que disent réellement ces passages? Et à qui avons-nous retrouvé la voix, le philosophe caché dans les cendres? Ce qui est écrit sur ces pages antiques est d'une banalité surprenante au meilleur sens du terme. Après toute cette attente, après des années de mystère, les premiers passages ne se présentent ni comme des codes mystiques, ni comme des prophéties cachées. Ils se lisent comme une conversation calme et profonde sur le plaisir. Comment profiter de la vie sans se mentir à soi-même? Cette technologie nous permet de voir à l'intérieur du corps humain sans intervention invasive. Pourquoi ne pourrions-nous pas tout voir à l'intérieur d'un objet comme un parchemin? L'auteur se demande si posséder davantage de quelque chose rend réellement plus heureux ou si une petite quantité suffit. Il prend des exemples du quotidien, la musique et la nourriture des choses que tout le monde peut comprendre. Il examine notamment comment l'abondance peut atténuer l'enthousiasme, tandis que la rareté peut rendre même une chose simple, intense. Les détails contenus dans le texte lui donnent vie. Dans les premières portions transcrites, un nom apparaît Xénophante. Il s'agissait probablement d'un musicien, une personnalité suffisamment célèbre pour servir d'exemple. Mentionner son nom se justifie si l'on cherche à démontrer comment le son peut susciter des émotions. Et vers la fin de ce qui a été lu jusqu'à présent, l'auteur ne fait pas dans la demi-mesure. Il s'en prend à ses rivaux, les accusant de n'avoir rien à dire sur le plaisir quand il est vraiment important. Cette dernière phrase sonne comme la fin d'un débat, comme si l'on mettait un terme à ces affirmations après les avoir exposées. Autre point important, il ne s'agit pas d'une simple répétition de quelque chose de déjà connu. Les chercheurs affirment que le texte présenté jusqu'ici est totalement inédit. Cette phrase est importante. Elle signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'une copie endommagée d'un vieux manuscrit déjà rangé dans une bibliothèque. Il s'agit d'un document antique inédit, tiré directement d'un rouleau qu'aucun être humain n'a lu depuis qu'il a été scellé par un volcan. Qui était donc à l'origine de ces écrits? Cette question est importante car la voix influence notre compréhension des idées. Les chercheurs les plus proches du projet Robert Fowler, Federica Nicolardi et d'autres ont avancé que le style évoque Philodème, un philosophe directement lié à la villa même où ses rôles ont été découverts. Philodème était un épicurien, adepte d'une école qui privilégiait le plaisir. Non pas une vie de débauche, mais une vie équilibrée, façonnée par les sens, l'art, la musique, la gastronomie, et une réflexion approfondie sur le véritable sens du plaisir.
Le rouleau ne le nomme pas directement, du moins pas dans les passages lus jusqu'à présent. La découverte majeure dont vous venez d'entendre parler, celle qui nous a révélé des passages entiers sur le plaisir, provient d'un rouleau scellé, en particulier pièce maîtresse du cycle de prix 2023-2024. Mais en 2025, un autre parchemin scellé nous a révélé quelque chose d'encore plus direct, le titre et l'auteur. Il reste encore des centaines de parchemins à découvrir. Seals a lancé la deuxième phase d'un concours. Ce deuxième rouleau a été numérisé au Diamond Light Source dans l'Oxfordshire en juillet 2024. Début février 2025, les chercheurs disposaient des premières images de l'intérieur. Quelques mois plus tard, en mai, ils l'ont ouvert plus profondément et ont trouvé le trésor, le traité « Sur les vices » de Philodème, inscrit à l'intérieur du rouleau. De plus, les scans ont révélé la lettre grecque alpha, indiquant probablement qu'il s'agissait du premier tome d'une œuvre en plusieurs volumes. Les érudits savaient déjà que Philodème avait écrit une série sous ce titre traitant de l'arrogance, de la cupidité et d'autres défauts. Découvrir le premier livre à l'intérieur d'un rouleau scellé est non seulement passionnant, mais confirme parfaitement ce que l'histoire laissait déjà présager. Pour cette découverte, le défi Vésuve a décerné un premier prix de 60 $, destiné à récompenser la première publication. Ce succès est dû à Sean Johnson, membre de l'équipe du défi, ainsi qu'à Marcel Roth et Misha Novak de l'Université de Würzburg, qui ont contribué indépendamment à cette découverte. Ensemble, ils ont accompli un exploit inédit, identifier un livre et son auteur à partir d'un rouleau jamais ouvert. Les responsables du projet ne cachent pas leurs ambitions. Après cette avancée majeure en 2023, leur objectif est de passer de l'obtention de 4 passages à la lecture de rouleaux quasi entiers. Pour 2024, l'objectif était d'atteindre 90% de réussite sur 4 types de lancers différents. C'est un bond considérable qui témoigne de la confiance qu'ils accordent désormais à la méthode. Ils se sont engagés à continuer d'enrichir les ensembles de données, à financer des outils open source et à continuer de récompenser publiquement les avancées majeures afin de fédérer l'ensemble de la communauté scientifique. D'autres numérisations sont déjà en cours. Début 2025, des rapports ont confirmé que 18 rouleaux supplémentaires avaient été numérisés à Diamond et 20 autres étaient en attente en France. Nombre d'entre eux présentent déjà des traces d'encre. L'objectif est maintenant d'accélérer le processus de numérisation afin que les experts puissent consacrer moins de temps aux tâches techniques et plus de temps à l'interprétation. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant les vidéos qui s'affichent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.